Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Annie Fuchsmann. Je suis sophrologue, praticienne en Gestalt massage et présidente du collectif Burnout. Une association qui accompagne le burnout en pluridisciplinaire, aussi bien sur la région Île-de-France, nous sommes 9, et nous avons créé une antenne sur la région Grand Est, où 6 personnes, dont Lionel, est parmi nous. Et donc, nous accompagnons en pluridisciplinaire avec des groupes de parole, avec des ateliers pluridisciplinaires et des suivis individuels. Donc, merci beaucoup Fabrice Michaud et Edwige Awefa d'être parmi nous aujourd'hui. Nous allons traiter ce sujet du lien entre la douance et le burn-out. Peut-être 1 heure va être un peu restreint pour parler de ces sujets, de ce thème qui est très très riche. Et donc, je laisse la parole à Fabrice pour se présenter tout d'abord. Et puis, on Ah, poursuivra par Edwige. bon, je vais le faire rapidement, sinon ça va prendre trop de temps. Donc j'ai plusieurs métiers historiquement de consultant, de conseil de direction, d'organisation, de coopération internationale, parce que je travaillais en Europe, en Afrique, en Asie, de coaching depuis plus de 30 ans. J'ai créé la première organisation de coaching en France sur le sujet de la douance adulte depuis 20 ans, qu'en gros ça n'existait pas, mais c'est plutôt ma vie de faire des trucs qui n'existaient pas au démarrage. Aujourd'hui spécialisé sur HPI en France et à l'étranger, parce que j'ai fait des conférences en Europe, en Afrique, en Asie. Sur les femmes HPI depuis 12 13 ans, parce que je trouvais ces trucs-là étranges, que j'étais pas concerné, donc je m'intéressais aux femmes que même elles le faisaient pas. Et au très très haut niveau, au-dessus de 160, voire au-dessus de 200 de QI. J'ai une chaîne YouTube, une community manager et plein de trucs sur plein de réseaux sociaux. Et un site et un portail qui s'appelle HPI Talent. Et un réseau international d'atypiques bénévoles et gratuits sur tous les continents. Merci. Et vous êtes aussi chercheur, je crois. Ouais, je passe mon temps à ça et à m'intéresser aux gens étranges. Là, tout à l'heure, je dois échanger avec une mathématicienne italienne pour parler de Grothendieck, ce mec qui a changé les mathématiques au XXe siècle et dont je parle depuis très longtemps. Je m'intéresse vraiment aux intelligences extrêmes. Sur la danse, c'est la danse atypique, on en parlera tout à l'heure, versus la danse typique. Très bien, merci beaucoup Fabrice. Et donc Edwige, qui est aussi parmi nous. Oui, Edwige Podéoun, je suis coach, formatrice et conférencière sur 2 domaines distincts, sinon c'est pas drôle. Tout ce qui est lié au monde du travail, avec ce qui a trait de près ou de loin à la souffrance au travail, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les risques psychosociaux, les burn-out, perte de sens, conflit de valeurs, toutes ces petites bêtes, et ce qu'on en fait pour en sortir, accompagner avec d'autres spécialistes. C'est toujours bien de le faire avec d'autres spécialistes. Et les bilans de compétences, voilà. Tout ce qui est lié au monde du travail, les bobos du travail, hein, comment on s'en sort, comment on rebondit. Et ensuite, je suis pas médecin, attention, hein, ni psychologue, c'est important de le préciser, ça fait des spécialités complètement différentes. Et ensuite, ce qu'on appelle les profils dits atypiques, les gens qui rentrent pas toujours dans les cases, même quand on les pousse dans tous les sens. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Merci beaucoup Edwige. Et je crois que tu as envie aussi de nous parler d'un témoignage bien précis aussi sur le burn-out, une personne atypique qui a été en burn-out et dont tu as envie de nous parler. Parler, oui, on va laisser peut-être Fabrice expliquer ce que sont ces petites bêtes normales. Et ensuite, on pourra rentrer je Dans, pourrais dans faire le ce détail. petit témoignage. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup Edwige. Donc, clairement, j'aimerais que Fabrice, si c'est possible, puisse, comme on l'a dit en introduction,
nous présenter finalement ce qu'est la neurotypie et la neuroatypie et qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les deux. Alors, ce sont des sujets, quand j'ai commencé il y a 15 ans, à peu près tout le monde s'en foutait. Donc, on était tranquille, mais en même temps, il n'y avait pas de communication, puis surtout, ça faisait peur. Depuis, on va dire, 7, 8 ans, 9 ans, il y a eu le congrès de la douance où j'ai à peu près participé à tous les sommets, le web congrès sur Internet ou cette série à la télé sur HPI, tout ça amenant de la confusion, mais surtout de la confusion, de la confusion. Le bon côté des choses, c'est que ça a un peu décomplexé des sujets, qu'il y a eu beaucoup d'articles, mais avec quand même beaucoup de confusion. Le problème qu'on a encore aujourd'hui, alors si on met neuroatypie, je vais faire de la cartographie, hein, je ne vais pas rentrer dans toutes les dimensions. Sur la neurodiversité, c'est le spectre autistique, je pourrais revenir un peu dessus. Le TDAH, avec ou sans H, trouble de déficit d'attention, avec ou sans hyperactivité. Les 10, dyspraxie, dysgraphie, dysorthographie, machin. Et puis le HPI et la douance, sur quoi je me suis aussi spécialisé parmi mes différents métiers. Sur la douance, on a le récit collectif officiel qui tient largement la rampe au niveau international, hein, puisque j'ai vu ça dans d'autres pays, qui est le cliché. Je distingue les choses, je ne les oppose pas, hein, je ne fais pas la guerre, même si ça dérange, ce qui me met à peu près égal, je ne fais pas les guerres, je distingue les choses. Donc il y a des gens neurotypiques, normaux, tant mieux pour eux. Dans ce monde neurotypique, il y a des gens qui ont un test de QI au-dessus de 130, qu'on appelle surdoués. Mais ils sont quand même neurotypiques, ils fonctionnent normalement, tant mieux pour eux, ils n'ont pas d'emmerde, enfin pas ceux qui ont les atypiques, tant mieux pour eux. Ça, c'est des HQI, c'est-à-dire que quand on passe un test de QI, le QI était fait à l'origine, je vais vite, à l'origine pour la déficience intellectuelle, il faut remettre les choses dans leur sens. Après, on s'est dit, si on fait ceux qui sont en difficulté, on va mettre ceux qui sont de l'autre côté de la courbe de Gauss, donc la surefficience intellectuelle. Donc c'est un outil scolaire fait pour détecter et préfigurer des situations scolaires et académiques. Point barre. Et en ce sens, c'est bien, c'est la performance cognitive. Mais c'est tout, hein, ça ne fait pas de la magie. Mais c'est intéressant. Donc ça, c'est le récit collectif officiel de la danse, du test de QI, qui permet de savoir si on est HQI, hein, c'est écrit dessus, hein, QI, HQI, mais pas HPI, parce qu'il n'y a pas de test pour les HPI, qui crée tous ceux qui ne sont pas contents du récit officiel. Et c'est en soi très bien, hein. Moi, j'ai passé mon test de QI. J'oriente des gens vers le test de QI à condition de vraiment être clair sur qu'est-ce qu'on va chercher, qu'est-ce qu'on va y trouver, qu'est-ce qu'on va pas y trouver. Moi, je me suis spécialisé sur les atypiques. Il n'y a aucune étude scientifique dans le monde sur les atypiques. Aucune. Les atypiques, il y en a dans le monde entier. Quel est le pourcentage? On n'en sait rien. Pour HQI, on le sait parce que c'est la cloche qui répond, hein. Ce n'est pas les gens qui répondent, c'est-à-dire la courbe de Gauss. Un peu plus de 2%. Donc les atypiques, c'est pas le fait d'avoir 132 QI, c'est le fait d'avoir un système d'exploitation différent, un fonctionnement différent, un rapport au monde différent. Et j'explique que c'est un sujet anthropologique. Aucune étude scientifique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser des chiffres en termes d'opposabilité à des tiers par rapport aux pairs qui veulent des chiffres, parce que les chiffres, ça rassure, on est dans le monde des chiffres, qui est un peu une religion, hein, par les temps qui courent aujourd'hui. Mais je ne vais pas aller sur ces sujets-là. Moi, j'aime la science et j'aime les scientifiques, pas ceux qui font bien leur job. Donc, on est sur un vrai problème, c'est-à-dire que la croyance collective qui fait que les gens soient surdoués, qui réussissent à l'école et tout ça, ben non, c'est pas gagné. Et le risque associé à ça, qui est dommageable pour les enfants, qui est dommageable pour les parents qui se sont pas formés, c'est qu'on va pathologiser ces gens-là. Les atypiques sont décalés, décalés au monde dès la naissance. Et comme le monde officiel ne sait pas répondre au décalage, on va dire qu'ils sont autistes, on va dire qu'ils sont décalés, on va dire qu'ils sont psychopathologisés, ce qui en plus n'exclut pas que ce soit le cas. Évidemment que les surdoués atypiques peuvent masquer de l'autisme, du TDA, et réciproquement, évidemment. Mais ce n'est pas obligé. Quelqu'un qui est HPI décalé n'est pas forcément autiste, n'est pas forcément malade avec une maladie psychopathologique
pathologique, et ça fait partie des nombreux débats aujourd'hui qui sont faits par des gens qui ne traitent pas le sujet, qui ne vont pas au-delà du sujet. Et ce que je viens de dire dérange beaucoup, parce que ça vient déstabiliser les certitudes officielles. Mais moi, les chiffres ne m'intéressent pas. Enfin, ils sont intéressants pour aller jouer. Ce qui m'intéresse, c'est les gens. L'enjeu aujourd'hui sont les enfants. Évidemment que c'est un sujet du burn-out pour des gens qui ignorent le sujet. Évidemment, les atypiques vont se mettre la tête dans le mur, évidemment. Enfin, on pourra en reparler tout à l'heure, mais il y a plein de raisons pour ça. Mais ça requiert la nécessité de savoir si on est concerné ou pas. Évidemment qu'on n'a pas besoin d'être HPI pour aller au burn-out. Moi, j'accompagne des organisations, des CODIR, des COMEX, des transformations en France à l'étranger depuis 35 ans. C'est ma vie ordinaire. Et j'ai créé la première organisation de coaching, je fais ça depuis plus de 30 ans. J'ai accompagné plein de gens qui ne sont pas surdoués. Ça n'empêche pas qu'ils soient en burn-out et qu'ils aient des problèmes. Sauf que la cartographie et ce qu'on a à dire aux gens et la nature de l'accompagnement n'est pas du tout la même. Et je m'arrête là. Sinon, je vais trop parler. Et donc, ça me pousse à juste, entre guillemets, vu qu'on aime bien les chiffres, est-ce qu'on connaît à l'heure actuelle le taux de burn-outé atypique? Non, non, parce qu'on ne connaît pas le nombre de taux d'atypiques, il n'y a pas de chiffre. C'est-à-dire que, enfin, moi, je voudrais qu'il y ait un labo de recherche sérieux, avec des psys, des anthropologues, des chercheurs, des neuropsys qui travaillent sur le monde des atypiques, scientifiquement. Par contre, ils vont se faire emmerder par leurs collègues, hein, Oui, ça, du c'est psy toujours la officiel. problématique de devoir rentrer dans des cases ou mettre des gens dans des cases, finalement. Bah, c'est-à-dire, comme il n'y a plus de sous aujourd'hui, les gens ont besoin de bouffer, hein, donc il ne faut pas les déranger. J'ai été prof en université, prof en école de management dans mes métiers, hein. J'ai plein de copains, doctorants, docteurs, chercheurs, et tout ça depuis longtemps. Hmm. Donc, ils ont des circonstances atténuantes, mais ça ne les conduit pas, certains, à être très, très gentils. Donc, à l'arrivée, c'est quand même, il y a un vrai enjeu à prévenir les gens, à pouvoir anticiper en termes de vulnérabilité et d'exposition, les gamins à l'école. Parce que le burn-out, c'est le burn-out au travail, c'est le burn-out familial, c'est le burn-out scolaire, C'est ça. dont on ne parle pas. Mon prochain interview sur ma chaîne, c'est une gamine de 14 ans qui est sortie en école en phobie scolaire. Oui, ça, c'est Enfin, elle toujours est la sortie à 8 ans. problématique. Finalement, on se rend compte que les enfants qui sont euh, atypiques, on les retrouve au travail burn-outés, en fait. Ou même quand ils arrivent en études, on se rend compte qu'il y a de plus en plus finalement de jeunes qui sont burn-outés et qu'on pousse dans les études. Ça arrive à tout âge, tout sexe, toute profession, toute catégorie. Oui. Voilà, c'est ça qui est... ouais. Euh, Mais et enfin, pour moi, ce qui est important, HPI, pas HPI, le test, le 130, on s'en fout. Enfin, c'est intellectuellement pour aller jouer dans des études, oui, c'est intéressant. Mais il y a une vraie urgence aujourd'hui pour les gens. Depuis le confinement, il y a plein de gamins qui se suicident, HPI ou pas. Il y a du burn-out à l'école, il y a de la phobie scolaire, il y a du burn-out parental. Et du burn-out au travail. C'est-à-dire qu'il faut remettre ça dans un contexte sociopolitique aujourd'hui où le burn-out, ça parle aussi de l'ensemble qui crée une pression invisible mais prégnante. Et donc, finalement, est-ce que on pourrait dire que il y a une vraie différence? En fait, c'était hyper intéressant de se dire que Fabrice, vous avez travaillé aussi avec des noms atypiques, avec des noms HQI, Mhm. et finalement, on se rend compte que cette population peut aussi être touchée par le burn-out. Évidemment, mais pas pareil. Ce n'est pas le même processus. C'est-à-dire que le livrable est le même, Il n'y a le pas de processus. discrimination, ça c'est, voilà, quel que soit ce qu'on est, mais effectivement, Il c'est faut des aller voir choses le processus. Il y a une prévisibilité des atypiques au burn-out, Et ça, avec un impact sur la santé. on peut le voir Euh, dès tout petit, finalement.
Oui, je vois Anne qui dit qu'elle est suivie dans un protocole à Sainte-Anne. Anne, je suis demandeur à voir ça de plus près sur THP à Sainte-Anne. Si c'est possible, parce que vraiment, s'il y a des gens sérieux qui font de la recherche sur le sujet, ah, vraiment, ça m'intéresse parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a une question Euh, de Adrien qui demande, n'est-ce pas rechercher cette uniformisation des comportements et réactions? Est-ce qu'il n'y a pas de facteur de prévisibilité, demande-t-il? n'est- N'est-ce pas rechercher cette uniformisation des comportements et réactions? Non, en fait, c'est pas rechercher une uniformisation, Adrien. C'est qu'en fait, c'est une cartographie commune. On n'a pas la même carte. On n'a pas le même système d'exploitation. Le fait d'être sur la carte, c'est pas une uniformisation, puisqu'on n'a pas le même comportement à l'intérieur de la carte. Mais la carte nous permet de comprendre comment les gens se fonctionnent. Je parle des atypiques là-dedans. Tous les atypiques ne font pas de burn-out et de prévisibilité. Quand ils font des burn-out, il y a des points de passage qui sont communs qu'on peut anticiper, et surtout quand on les accompagne, d'aller les alerter et savoir comment on va leur parler. Parce que moi, j'en ai fait 3 burn-out, mais je le savais quand je les faisais. Et puis, il y a des fois, je ne savais pas. Et pourtant, je connais bien le sujet. C'est-à-dire qu'il y a une telle densité que de toute façon, dès qu'on attaque la falaise, tant qu'on n'est pas mort, bah, tout va bien parce qu'on a l'habitude de pousser les murs. Et puis il y a un moment donné où c'est le corps qui répond plus parce qu'on est dissocié entre la tête et le corps. Donc c'est pas uniformisé, donc il n'y a pas une intention d'uniformisation, mais il y a une compréhension d'une cartographie, d'une prévisibilité sur la carte, mais nous n'avons pas tous les éléments de la carte. Le HPI, comme l'autisme, est un spectre polychrome. Et on n'est pas obligé d'avoir toutes les couleurs, on n'est pas obligé d'avoir tous les items, et à l'intérieur des items, les curseurs ne sont pas au même endroit. Et en plus, ça bouge au cours de la vie, et en plus, en particulier pour les femmes, ça explose à la crise de la cinquantaine. Ça fait 12 ans que j'en parle, mais 1 an que je ramène des informations plus précises là-dessus, avec l'effondrement des hormones, et c'est assez saillant pour les femmes HPI. Très intéressant justement finalement quand on voit la moyenne des personnes qu'on accompagne au sein du collectif Burnout, c'est à peu près autour de la quarantaine, cinquantaine. Mais finalement, est-ce que il y a une vraie différence entre ce burn-out des quarantenaires, cinquantenaires et le burn-out des jeunes? Ouais. J'ai pas bien compris, Anne, il y a quelqu'un qui a parlé en même temps. Je, je disais, je crois que c'est l'iPhone de Mathilde qui fait de la réverbération. Je disais, est-ce qu'il y a des spécificités différentes entre ce burn-out des femmes quarantenaires, cinquantenaires et le burn-out des jeunes? Comment on peut expliquer ce burn-out des jeunes? Alors, je fais pas le lien entre les deux. Je peux répondre pour le HPI, pour moi, est à 50. En fait, qu'à la ménopause pour les femmes. Mhm. C'est-à-dire que les atypiques ne font pas de crise d'adolescence, peuvent faire d'autres crises. Et en fait, tout arrive sur la crise de la cinquantaine, 45-50, pas 40, en lien avec un effondrement des hormones, un effondrement du bêta-bolisme, un effondrement de la suradaptation. Le corps, le système psychique n'est plus en mesure de gérer la suradaptation en fonction de la suradaptation qui aura été mise en place au cours de la vie. Et c'est physique, biologique. Oui, Euh, bien sûr. pour, Là, on est pour dans les la jeunes, biologie, ouais. ah oui, et neuropsychologie. Pour les jeunes, le burn-out, en fait, alors d'abord, il y a une question générationnelle. Selon qu'un HPI il a 80 ans, 60, 40, 30, 20, c'est pas la même population, il n'y a pas les mêmes enjeux, il n'y a pas les mêmes effets éducationnels, sociopolitiques. Euh, les jeunes en burn-out, alors aujourd'hui, ça va être plus les filles, parce qu'il faut séparer vraiment les filles des garçons, au moins pour la cartographie HPI. C'est-à-dire que les filles, Fabrice, elles si tu sont... peux développer ce point-là, c'est demandé dans le chat Dis-moi. pour les femmes, justement. Les différences femmes-hommes sur le...
Sur le burn-out, bah, Ouais. j'allais Sur venir dessus. l'atypisme et C'est que le burn-out. les femmes ont un enjeu conscience générationnel, transgénérationnel, d'adaptabilité, de transmission, de soumission, de conformité aux conventions sociales, aux conventions éducationnelles, aux conventions familiales qu'elles vont suivre ou pas. Et elles sont plus sensibles au regard des pairs, plus que les hommes. Donc les garçons atypiques ou HQI aussi, hein, ils vont foutre le bordel, donc on s'occupe d'eux, ils font du bruit. Les filles, elles font pas de bruit, elles passent sous le radar pour être conformes, pour pas déranger, pour analyser. Donc elles peuvent aller se manger un mur parce qu'il y a personne qui les voit arriver. Là où les garçons, ils font du bruit, donc on les voit arriver. Et comme je dis souvent pour les HPI, les filles, et il y a une surreprésentation de filles à l'adolescence qui font des tentatives de suicide et d'escarification, ou d'autres choses qui vont être des formes d'automutilation. On pourrait aussi parler de troubles alimentaires. Les garçons vont plutôt aller sur l'alcool, la drogue et les jeux, c'est-à-dire un truc qui est à l'extérieur de leur corps. Pour les garçons, ils peuvent s'autoriser à faire ça. Les filles, elles sont obligées de passer par le contrôle et la maîtrise du corps. Ce sont avec des tempêtes émotionnelles qui sont assez terribles, que beaucoup de gens ne comprennent pas et qui sont terribles à l'adolescence pour les filles. Donc la notion de burn-out, elle peut être liée à une famille, un environnement familial, quand bien même de bonne volonté, mais malveillant, maltraitant. Elle peut être liée à un héritage transgénérationnel qui vaut pour tout le monde, mais avec l'hypersensibilité, l'hyperacuité des HPI ou des THPI qui est bien plus puissant. Un THPI, né, c'est un vieux, en gros, il a scanné les parents au bout de 2 ans et éventuellement, il les a virés à 3 ans. Mais c'est sérieux, hein, j'entends ça régulièrement. Là, on est plutôt dans le monde THPI. Et après, il faut vivre, hein, parce que quand même, c'est un joyeux bordel quand vous avez vu l'état du monde et vous dire, je vais passer ma vie là-dedans, quoi. On n'a pas forcément envie d'y rester, hein. Donc, le burn-out, c'est si on n'a pas compris, en étant HPI, les injonctions du monde. C'est-à-dire qu'un HPI, il pense que les autres sont comme lui et lui, il est comme les autres. Mais pas du tout. Et je ne fais toujours pas de guerre et de ségrégationnisme, hein. C'est-à-dire que il peut avoir du perfectionnisme, des trucs entiers. Il va bouger avec les injustices et les trahisons, hein, mais ça dure toute la vie. La Euh, gentillesse, Pardon? avec la gentillesse aussi. Ben oui. Et être démunis. Donc, des fois, ils pensent qu'ils sont pas assez bons au regard de leur échelle, alors que le monde ordinaire, c'est médio, moyen, médiocre. Et ils pensent qu'ils doivent en faire plus, alors qu'ils font en faire moins. Donc, il y a un vrai décalage de leur échelle de valeur dont ils n'ont pas compris. On est des étrangers, on est des expatriés dans un monde étranger, que le monde ordinaire local, les enseignants, les élèves, tout ça, l'entreprise, la famille, ne fonctionne pas avec le même code de valeur, sauf si on trouve des homologues. Et je ne fais toujours pas la guerre, hein. C'est vraiment des enjeux de cartographie, comme si on partait vivre dans un pays étranger. Un atypique qui naît, il est dans un pays étranger. Après, il faut voir si les parents sont concernés. C'est pas obligé. Moi, mes parents ne sont pas concernés. Il faut se débrouiller tout seul. Donc, le burn-out, ça peut être une méconnaissance, une forme de densité, d'intensité de la croyance qu'on a de ce qu'on doit produire. Mais ça doit être aussi, on va aller sur le milieu du travail, et puis peut-être je te laisserai la main, Edwige, c'est de faire en entreprise le boulot de 2 et de 3 en espérant qu'on va être reconnu. Bah, très souvent, on va être reconnu en négatif, c'est-à-dire que tant qu'on peut être exploité, on est exploité. On n'est pas payé pour le boulot qu'on fait. Et puis à l'arrivée, si on fait des trucs comme de la lumière, il y a des gens qui vont essayer de nous piquer la lumière. C'est lamentable. On est dans un monde de prédateurs, c'est la jungle. Donc le burn-out, en fait, il y a plusieurs factures. Il y a des fois trop travailler avec l'idée qu'on va être reconnu pour le travail, alors qu'on va être très souvent exploité pour le travail. L'idée qu'on se fait qu'on va avoir de la reconnaissance et qu'on va être aimé, alors ça, faut vraiment oublier. Et puis, il y a des atypiques, par exemple, qui me disent, Fabrice, je suis mal payé, d'accord, mais j'apprends des trucs. Les atypiques, ils veulent apprendre toute la vie. Et ils disent, mais je prends un autre poste, je fais 3 postes, j'apprends des choses, c'est génial, je m'amuse. Mais je dis, mais taisez-vous surtout, ils vont pas vous payer. Donc, il y a des gens qui font du burn-out simplement parce que moi, j'ai 9 métiers, il me manque une semaine par jour, je travaille 7 jours sur 7. Euh, J'avais pas prévu que j'allais vieillir. Enfin, il y a quelque chose qui s'arrête jamais. Euh, Parce qu'on peut avoir 1000 projets, 1000 trucs, mais il faut que le corps tienne. Il y a un vrai enjeu sur le corps, en fait.
Il y a un vrai enjeu, ça vaut pour tout le monde sur le corps. Il faut que le corps tienne la charge. Et il y a un enjeu supplémentaire pour les femmes sur le corps. Le corps, parce que comme pour moi, le créateur, il a rajouté des logiciels en plus hein, sur le corps féminin, vu qu'elles ont quand même un boulot en plus, C'est avec vrai. l'instabilité, hein, donner la vie, le corps est obligé de baisser son terrain immunitaire pour recevoir un enfant. Enfin, c'est d'une complexité bien plus importante dans une structure féminine que masculine, plus les amplitudes émotionnelles. Et les filles, les femmes vont être beaucoup plus bonnes élèves que les garçons qui peuvent s'autoriser à être pirates. Je parle des HPI, des HQI, des gens normaux. Hein. On peut s'autoriser à être plus pirate plus facilement en homme qu'en femme. Donc il y a vraiment, vraiment des spécificités féminines. Et le fait de vouloir apprendre, de vouloir faire le bien, avoir un monde meilleur, tout le monde s'en fout. Aider les gens, tout le monde s'en fout. Faire progresser l'entreprise, tout le monde s'en fout. C'est pas le récit collectif, c'est ce qui est affiché, oui. Et beaucoup d'atypiques vont dans le mur parce qu'ils n'ont pas compris le monde ordinaire, les règles du jeu. Évidemment, les autres, ça peut être pareil. Hein, et le décalage qu'ils ont. Et ça vaut pour typique et atypique. Hein. Moi, j'ai eu les mêmes problématiques quand j'ai accompagné des gens typiques, mais ça va moins les prendre aux tripes. Les atypiques, ils fonctionnent avec le premier cerveau, le ventre, avec des enjeux de conscience, pas que le cerveau cognitif. C'est viscéral, c'est viscéral. C'est pour ça que des fois, ils font chier tout le monde, parce que ça vient du ventre. Et qui vont dire des choses qu'il ne faut pas dire, et qui ne vont pas dire au bon endroit, parce qu'ils n'ont pas compris que le monde, c'était du bisounours, c'était du politiquement correct et zéro courage, en vrai. Et là, on pourrait se dire que finalement, il y a aussi, on parlait pardon, on parlait du TSA tout à l'heure. Et finalement, ce qui est difficile, c'est finalement avoir les codes de cette société pour pouvoir essayer d'y rentrer. Quelque part, on dit toujours d'un atypique, on ne va pas rentrer un rond dans un carré. Enfin, c'est pour vraiment imager très, très Ah oui, ça rapidement. ressemble au tableau des bébés quand vous mettez les ronds effectivement dans les carrés où, enfin, c'est pas possible. Je voulais apporter le témoignage d'une personne que j'ai accompagnée qui avait déjà fait un burn-out. Elle était salariée, elle faisait 3 fois plus que ce qu'on lui demandait. Personne ne lui avait rien demandé, hein. Atypique évidemment. Elle voulait tout changer, sauver le monde, petite structure. Donc, elle avait la possibilité, entre guillemets, comme c'était une petite structure, de pouvoir le faire. Bah, eux, ils étaient contents. Ils payaient une personne pour en faire le boulot de 3 personnes. Et elle avait déjà craqué une première fois. Et puis, elle est devenue manager. Manager, elle faisait le boulot de ses équipes puisqu'elle trouvait qu'ils n'allaient pas suffisamment loin, suffisamment poussé comme elle le souhaitait. On lui a rien demandé, hein. C'est elle qui voulait tout sauver, améliorer tout. Et un Ça a jour, duré longtemps encore, c'est intéressant. Une demi-heure. et un jour, il reste effectivement une demi-heure. Et un jour, elle s'écroule. Elle s'écroule en pleine réunion, mais complètement. Bah, quasiment 9 mois d'arrêt, 9 mois, 10 mois d'arrêt. Et en fait, elle s'était suradaptée de ce qu'on lui demandait pas. Et effectivement, ce côté ventre, hein, le deuxième cerveau ou le premier, peu importe, qui prenait tout. Qui prenait vraiment tout. Elle a eu des troubles digestifs, elle a eu des problèmes dans le dos. Les dents, n'en parlons pas. Elle disait qu'elle avait jamais eu de problème de dents dans sa vie. Et en fait, là, il y a tout était à refaire, hein, y compris ce qu'on met la nuit, je sais plus comment ça s'appelle, pour Routière. éviter, voilà, une gouttière, pour éviter que bah, elle se mordait. Elle a écrasé vraiment, vraiment tout. Et puis, on a eu un accompagnement de 4 mois pour qu'elle se retape, entre guillemets, en évitant surtout de refaire la même chose. Et c'est ça le vrai combat, que ça se répète et qu'elle ne se soit pas rendue compte qu'elle ne se rende pas compte qu'elle allait faire les mêmes erreurs. Devait-elle revenir en entreprise ou pas? C'était le vrai sujet. Elle a changé de boîte. Aujourd'hui, elle fait à moitié du salariat, une moitié entrepreneur, mais
elle travaille toujours beaucoup plus et en même temps, à côté, mère de famille, plein d'activités extra, le violon, le sport, la poterie, etc. Donc, le côté un peu too much dont on parle, même quand on n'a rien demandé. Voilà. Oui, ça. Juste un point sur ce que tu disais, Edwige, c'est du bruxisme. Beaucoup d'atypides font du bruxisme. Et ça peut être intéressant d'aller voir des ostéocrâniens. Moi, j'étudie la médecine depuis 20 ans, hein, mais je me tais parce que, en public, en tout cas, parce que je suis pas médecin, donc j'ai pas le droit. Mais je fais venir des médecins sur ma chaîne pour parler médecine. Il y a un vrai enjeu sur la médecine. Le docteur Elfer qui est venu sur ma chaîne, c'est un des médecins les plus diplômés de France avec 26, 27 diplômes, dont l'équivalent de 3 doctorats. Elle descend jusqu'au génome. Elle a fait son DU de médecine interne sur maladies auto-immunes et neurodiversité au génome. Donc pour les atypiques, et ça commence avec les enfants, on fait de l'hypo, de l'hyper, des trucs bizarres, des trucs qui n'existent pas. Et il faut vraiment qu'on soit nos propres médecins parce qu'on est des prototypes. Mais le bruxisme, en général, c'est rattaché au trapèze, c'est rattaché au stress, et d'aller voir des spécialistes et des professionnels. Et entre autres sur l'ostéocrânien, pour ce truc-là, il y a des exercices très particuliers euh, parce que ça touche l'ensemble de la structure osseuse et vertébrale. Bon, je ferme la parenthèse. Mais c'est une très bonne parenthèse parce que clairement, moi, en sophro, je travaille toujours sur la mâchoire inférieure pour faire libérer en fait toutes les émotions qui peuvent être dans justement les masséters et la mâchoire. Et c'est là où Exactement. on va engranger toute la Voilà. colère. Et on peut le faire à l'intérieur, enfin, c'est ce que font les ostéos. Il y a des points de massage à l'intérieur, mais aussi il faut Exact. travailler effectivement sur tout ça, sur toute la structure osseuse. Ah, pour les stress, parce que moi j'aime bien, j'aime bien avoir des solutions et ce qui est une de mes activités de thérapeute, c'est l'orientation solution de Palo Alto. Vous avez un truc qui est gratuit qui s'appelle la cohérence cardiaque, Respirelax, qui est une application sur Internet qui fait descendre le cortisol. Ça dure 4 5 heures, donc en gros, il faut le faire 3 fois par jour. L'appli est gratuit, Respirelax Plus, cohérence cardiaque, baisse du cortisol qui vient empoisonner le corps. Et C'est c'est même prendre ce temps, sur voilà, ce temps téléphone. nécessaire pour pouvoir le faire, hein. Annie, tu dois l'avoir dans Ah, tout à tes fait. accompagnements. Voilà, trouver le temps de pouvoir faire des choses, c'est pas toujours évident. C'est, Exactement, tu as raison. Et justement, l'avantage de cette application, c'est qu'on peut l'utiliser n'importe où, n'importe quand. Ça peut être visuel, il y a une petite boule qui monte et qui descend. On peut mettre aussi une petite cloche avec un peu de son en fond pour essayer de guider. Et c'est vrai que bah, ça, on peut le pratiquer n'importe où, en fait. C'est l'avantage. Bon, ceci dit, la sophrologie, ça peut se pratiquer aussi Oui, dans les exactement. transports en commun, quand on est aux toilettes. Et l'avantage, c'est C'est qu'on une n'a pas hygiène de besoin vie, hein. de beaucoup de temps. Effectivement, le cas dont je parlais, elle avait vu un psy, elle a fait du coaching, elle a fait de la sophro, elle faisait des massages, elle faisait un certain nombre de choses. Fabrice, qu'est-ce que tu recommandes pour les personnes dans cet état quand on est atypique? Alors, je vais plutôt mettre une cartographie. Ce que je recommande, c'est de bien se connaître, de tester des choses, et si ça marche pas, on le vire, et si ça marche, on le prend. L'enjeu, c'est sur le corps, et c'est de mettre le corps à la terre comme une prise électrique. Donc, ça peut être marcher dans l'eau, dans la terre, dans le sable, pour vider les tensions. Ça peut être du sport, mais ça va dépendre de la nature du sport. Si c'est les personnes qui ont de l'autisme, ça va être les animaux, les chiens et les chevaux. Ça peut être du massage, à condition que ce soit bien fait, de l'acupuncture, mais aussi du shiatsu, de l'EFT, c'est le Le quoi? tapping, l'hypnose ericksonienne, le MDR s'il y a des traumas. Très La souvent pour PNL, les... oui. La PNL aussi, la programmation neurolinguistique, pardon, Oui, également pour les traumas. si c'est bien fait, mais il faut vérifier. Il y a certaines personnes, par exemple, le yoga, ça convient, ça convient pas. Il y en a qui font du Krav Maga, tu vois. C'est les techniques de combat du Mossad. Oui, C'est autre chose que le yoga. Mais il y a certaines personnes, c'est j'ai vu des très femmes qui font efficace. du Krav Maga, il y a des personnes à qui ça convient, donc il faut pas culpabiliser sur j'arrive pas à faire du yoga. Ben non, il faut faire. La sophro, c'est très bien. Et puis des fois, c'est pas le bon moment. C'est-à-dire, c'est pas le bon moment dans notre étape du burn-out.
Et très souvent, pour les atypiques, je leur dis, c'est pas des choses à rajouter, ce sont des choses à enlever. Taisez-vous, faites le silence, essayez de vous ramener à la nature, redescendez au contact. Il faut aller vérifier s'il y a eu des traumas ou il y a des histoires familiales, s'il y a des choses à corriger, mais c'est vraiment changer de niveau vibratoire. C'est l'échange qu'on avait eu avec Philippe Guillemot sur ma chaîne, le physicien. Si on change de niveau vibratoire, évidemment que ça touche le terrain immunitaire, et évidemment que ça touche plein de choses. Trouver des naturopathes, des médecins qui soient bien, évidemment que l'acupuncture c'est bien. Moi j'ai tout ça, hein. J'ai plein de réseaux médicaux que je teste. La fasciathérapie peut aider, mais ce sont des outils, c'est-à-dire ça n'enlève pas notre responsabilité sur notre trajectoire de vie. Ça, Exactement, c'est il faut changer son rapport au travail hein, et au monde. J'aime bien les proverbes. Il y a un proverbe au Togo qui dit quand la musique change, il faut que la danse change. Le problème, c'est que en général, on continue et on continue jusqu'à prendre le mur, quoi. c'est bien au Togo. Quand j'avais mes cours, mes formations au Togo, quand les gens étaient fatigués, je les faisais chanter, danser, c'était magnifique. Je crée des ruptures dans mes programmes pédagogiques au Togo avec de la musique, des chants et des danses. Et ce qui est très bien, c'est justement toujours revenir au corps, parce que finalement, Absolument. dans le burn-out, on parle toujours du mental. J'ai fait un webinaire il y a quelque temps avec le docteur Lechimia, qui est spécialiste du burn-out, qui nous disait que clairement, c'est en dernier lieu le cerveau qui fume quelque part et qui brûle. Mais finalement, c'est le corps. Ce fameux corps à qui on a envoyé je ne sais combien de signaux de douleur et le mental n'a jamais voulu entendre jusqu'au jour où finalement les douleurs sont telles que enfin le seuil de douleur s'élève et enfin on commence à comprendre ce qu'il en est et on se dit il se passe quand même quelque chose. Mais finalement, la phase du burn-in où on est juste avant de tomber, où on a toutes ces tensions, toutes ces douleurs, on est conscient de tout ce qui se passe autour de nous, mais malgré tout, il y a ce déni, cette culpabilité qui est là présente et qui nous fait, on s'accroche à son rocher et on n'a pas envie de lâcher. Et finalement, c'est cette partie-là où on peut intervenir, faire de la prévention quelque part pour sortir les personnes du déni. C'est ce qu'on s'applique à faire quand les personnes nous appellent, par exemple, dans le collectif, ils nous appellent et nous disent, bon, bah voilà, là, j'en peux plus. Et moi, je leur conseille toujours de s'arrêter et d'aller voir un médecin pour s'arrêter parce que finalement, si on continue, et il y en a plein qui vont s'arrêter 2, 3 petites semaines et puis vont recommencer, Exactement. puis encore. Le Et déni, finalement, le déni fait partie des caractéristiques du burn-out, puisque on se dit on va faire dodo 2 semaines, prendre des congés ou autre, et on reviendra requinquer. Mais c'est pas ça. Ça marche pas. Ça marche J'ai pas. même fait des trucs, moi, pour des personnes qui étaient, alors des atypiques, hein. Je leur ai dit, mais enfin, moi, je suis assez interventionniste. J'aurais dit, je vais vous emmerder. Tant que vous ne faites pas arrêter par un médecin, je ne vais pas vous lâcher. Allez chez le médecin et vous m'appelez quand vous sortez de chez le médecin. J'ai fait ça plusieurs fois. Donc, toutes les personnes me remercient, hein, vraiment. Je dis, je vais vous faire chier, parce que des fois je parle comme ça. Je vais vous emmerder. C'est hors de question. Maintenant, vous allez vous détruire. Vous avez des enfants, c'est inacceptable. Donc, je vous oblige à aller chez le médecin. Après, on cause. Et quand vous allez chez le médecin, j'attends le coup de fil juste après. Et il y a des fois, j'ai dû intervenir à la place de la personne, et je l'ai fait plusieurs fois. Et je vous garantis qu'elles me remercient, hein. J'aurais servi leur peau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une forme de folie, de dissociation de la réalité, et ça peut être suicidaire, hein. Ça peut être suicidaire. Mais moi, j'interviens. C'est-à-dire que si je pense que c'est ça qu'il faut, mon boulot, c'est de vous allez chez le médecin, vous faites arrêter, après on cause. Et en général, les personnes sont plus revenues au travail. Les 2 ou 3 avec lesquelles j'ai fait ça les dernières. Ça a pris oui, 1 mois, 2 mois, 6 mois. Tout le système s'est effondré. Et en fait, il y a des personnes, elles tremblent, elles vibrent, elles ont des vertiges. Elles ne peuvent plus passer la porte du boulot.
Bah, la boule au ventre, la fameuse boule au ventre à l'approche, enfin moi je l'ai vécu en l'occurrence dans le RER, plus j'approchais de mon lieu du travail et plus la boule au ventre C'est s'accentuait ça. et grossissait. Et J'ai une cliente qui arrivait, elle sortait du métro et elle pouvait pas rentrer. Elle était dans l'incapacité de rentrer dans l'immeuble. Tellement elle était pas bien, mais elle avait quand même envie d'y aller. C'est fou, hein? Ah oui, c'est un truc de malade, hein. Donc, enfin, moi, je considère que le boulot qu'on a à faire, après, c'est l'accompagnement, médecin du travail, psychiatre, parce que le psychiatre peut avoir une autorité dans les procédures, et puis une séparation négociée. C'est-à-dire incompatibilité soit sur le poste de travail, soit sur l'entreprise, selon ce qui se passe dans l'organisation, et accompagner la personne. Il y en a qui ont honte en disant, j'ai pas tenu, j'aurais pas dû, je suis faible, j'ai pas le droit. Enfin, il y a toutes ces conneries que je peux comprendre, hein, atypiques ou pas atypiques, qui participent en fait d'un processus de destruction, où notre boulot d'accompagnement, c'est de prendre des fois le relais. Enfin, moi, je suis intervenu jusque-là, hein. Les médecins du travail aussi, ne les oublions pas, qui ont leur vraie part voilà, de prise en charge sur le sujet quand les gens en parlent, quand ils sont à l'écoute et quand ils font ce qu'il faut, en fait. oui, c'est surtout ça. En fait, finalement, nous, quand on nous appelle, on se rend compte que les gens, ils sont complètement perdus dans toutes les possibilités qui s'offrent à eux. Ils savent pas, ils connaissent pas finalement le rôle de chaque personne. On est confronté aujourd'hui à, même si les médecins généralistes, enfin depuis peu, peuvent euh, complètement suivre une personne juste pour le burn-out sans forcément passer par le médecin du travail. Aujourd'hui, on se rend compte que bah, il y a aussi des médecins généralistes qui ont la pression de la CPAM pour pas forcément continuer les arrêts maladie. Moi, je propose systématiquement de les envoyer vers des psychiatres qui sont plus à même de faire un suivi au long cours. Et bah là, par exemple, hier, j'ai une personne qui m'appelle et qui me dit ça fait 3 ans que je suis en arrêt, plus ou moins, parce que j'ai repris, enfin, je me suis arrêtée, j'ai repris. Et elle arrive au bout de 3 ans, là, bah, son arrêt n'a pas été considéré en ALD. Et de ce fait, elle arrive au 31 octobre, elle n'aura plus rien du tout, ni de la CPM, ni de rien du tout. Et clairement, enfin, c'est important dans des cas comme ça que le psychiatre puisse prendre en charge et faire en sorte que ça puisse être reconnu comme maladie professionnelle en l'occurrence. Le psychiatre a plus de reconnaissance dans les procédures que le médecin de ville. Le médecin du travail, bah, il y a tout. Il y en a qui se planquent derrière l'entreprise, il y en a qui sont en difficulté, il y en a qui ont peur, il y en a qui sont courageux, on a un peu tout. Donc, il faut vraiment trouver, dès le démarrage, médecin du travail et psychiatre. Pour moi, systématiquement. Mm. Oh oui, c'est un combo, les trois, qui est essentiel. Mais c'est vrai que très souvent, on nous appelle, le médecin de ville ne veut plus arrêter. Et il faut passer par le psychiatre pour avoir des arrêts plus longs. Il y a des Euh, services de pathologie C'est quoi un peu? professionnelle C'est la qui musique? existent. Il y en a à Cochin, il y en a à Créteil, où il y a, en fait, c'est des centres spécialisés hein, sur tout ce qui est lié aux pathologies professionnelles, ce qu'on appelle les TMS, les troubles musculo-squelettiques, les burn-out, enfin, tous les sujets qui peuvent avoir de près ou de loin trait au monde du travail. Et à l'intérieur, vous avez des médecins, des infirmières, des psychiatres, des psychologues, des sophrologues, de l'hypnose médicale, un certain nombre de choses vraiment complets, pris en charge pour accompagner. C'est pas suffisamment connu. En région parisienne, il y en a 4. Donc, regardez, ils sont sur Doctolib. Il y en a en province également. Il faut regarder pour avoir un Euh, accompagnement bien Vige, adapté. comment ça s'appelle? Ce Service de sont pas des services de... pathologie professionnelle. D'accord. C'est de la pathologie professionnelle. Il y a des spécialistes, voilà. Après, il y a aussi le pôle souffrance et travail de Marie Peset qui est sur Paris
et qui est étendu un peu dans toute la France. Ah bah oui, je le vois dans les commentaires, effectivement. Donc, enfin, c'est un pôle qui est vraiment spécialisé là-dedans. Après, il y a aussi le centre du burn-out sur Paris, mais clairement, Tout à si vous voulez fait. une place, il faut attendre Ouais. très très longtemps. La pathologie professionnelle, j'ai envie de dire, c'est un tout petit peu, même s'il faut, des fois c'est long, hein, mais c'est un tout petit peu plus facile que le son du burn-out, j'ai l'impression. Et il y a effectivement, il y a une spécialisation qu'on a du mal d'ailleurs à trouver tout ce qui est dermatologie. Parce que effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont des eczémas ou autres dans cette situation-là. Donc, ils ont également des spécialistes dans ce domaine-là. Enfin, les prises en charge sont bien. Moi, j'ai eu des très bons échos. Donc voilà. Euh, Juste en complément, parce qu'on l'a abordé, mais on n'est pas rentré dedans, puis il y a une question dans le chat. Pour les personnes qui sont TSA, HPI, qui peut être un piège sur le TSA Asperger, hein, pour revenir sur le spectre autistique. Je reviens sur l'ancienne cartographie du DSM. Avant, on avait l'autisme de Kanner avec déficit intellectuel, en gros, en dessous de 70 de QI. Kanner, c'est un psychiatre. L'autisme de haut niveau, au-dessus de l'autisme de Kanner, au niveau par rapport à 70 de QI. Et puis, l'autisme Asperger sort déficit intellectuel. Tout ça a été revu dans le DSM-5 pour parler du spectre autistique, trouble du spectre autistique, parce que, euh, euh, parce que Asperger a travaillé pour les nazis. Donc, pour en gros lui faire payer ça, on le fait payer un peu aux autistes. Je trouvais cette cartographie assez intéressante aujourd'hui, DSM-5. Donc les deux discours fonctionnent aujourd'hui. Il y a encore autisme Asperger. On en a échangé avec Mathilde sur ma chaîne qui a plein de trucs. Et puis le trouble du spectre autistique, polychrome aussi, avec niveau 1, niveau 2, niveau 3, mais qui parle un peu de la même chose. Mais quelqu'un qui a du HPTSA, Asperger, c'est-à-dire qu'il y a des fois où il y a des fois, c'est-à-dire certains jours dans la semaine ou dans le mois, où la personne a des fulgurances, va pouvoir aller loin et a ses ressources HPI, et puis de temps en temps, il y a le TSA qui arrive, qui dit arrête tes conneries, on rentre à la maison, tu touches à rien. Et là, la personne va être démunie, ce que les autres vont pas comprendre, ou vont peut-être prendre pour de la bipolarité. Ce sont deux programmes qu'il vaut mieux comprendre. Alors, j'ai échangé aussi sur ma chaîne avec Marianne Bélanger, qui est la plus connue au Québec, qui travaille un peu différemment dans sa clinique. Et elle a un site qui s'appelle le CIDDT, où il faut s'acculturer. Mais la complexité de la complexité, quand on est HPI, TSA, éventuellement TDAH, moi j'ai un peu de tout, avec des dys aussi, dyspraxie, dysgraphie, dysorthographie, euh, qui va créer des troubles qui sont très mal connus. Dans les grandes entreprises aujourd'hui, il commence à y avoir, avec beaucoup de personnes qui sont venues dans mes formations, des correspondants neurodiversité, mais c'est pas du tout la même chose. Ça requiert de le savoir. Si on l'a, vaut mieux comprendre, non pas pour avoir une étiquette, mais pour s'en libérer ou s'en autonomiser. Et surtout la combinatoire. Pour les femmes, entre le HPI, le TSA, plus les hormones qui foutent le bordel tous les mois, c'est une lessiveuse. Et donc, la personne n'a pas accès à toutes ces ressources et des fois est démunie. La personne qui fait de l'autisme a fait des shutdowns, avait des trucs que les gens vont requalifier s'ils comprennent pas, alors qu'il y a des fois, elle a des ressources et puis il y a d'autres fois, elle n'a plus accès aux ressources. Avec des besoins d'urgence, des hypersensibilités et des formes de violence que les gens ne comprennent pas pour les, 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 les formes de sensorialité, le bruit, le toucher, les odeurs, la lumière, tous ces trucs-là, ou l'incompréhension des premiers niveaux. C'est-à-dire que quelqu'un qui a de l'autisme, l'autisme pur a du mal à aller au-delà du premier niveau, donc pas d'interprétabilité, pas de jeu psychologique, pas de jeu politique. Mais si la personne elle est HPI ou THPI, parce qu'il y a une surreprésentation de TSA, de TDA, dans le monde des THPI au-dessus de 145 de QI, eh ben, il y a des fois où elle comprend, des fois elle comprend pas, et elle ne sait pas à quel moment elle comprend pas, par exemple. Moi, j'en ai toutes les semaines, hein, des personnes qui ont ces profils-là. C'est juste la vigilance à avoir et de savoir en quoi on est concerné, comment on peut prendre en compte d'abord et prendre en charge ensuite. Je ferme la parenthèse.
Est-ce qu'on Merci. peut prendre des questions? J'ai vu quelqu'un demander qu'est-ce qu'il faut pour voir avoir une consultation de pathopro. Il faut une lettre du médecin parce qu'ils vous reçoivent passant, le médecin qui explique ce qui vous est arrivé. Ils veulent la version médicale de la chose. Sur Paris, à la question, il y a effectivement Créteil, l'hôpital Avicenne. Il y a Fernand Vidal, qui est une annexe de Bichat. Je ne sais plus laquelle. Voilà. Il y avait la Pitié, mais je ne sais pas si c'est toujours ouvert, hein. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Edwige, tu voulais nous partager un cas bien précis, un Ben, c'est témoignage. celui-là dont j'ai parlé Ah, tout à c'était l'heure. celui dont tu avais parlé tout à C'était l'heure. celui-là, la personne Tu m'as suivie par tout devancé. le Je monde. croyais que c'était un autre spécifique, en fait. OK. Mais tous les cas peuvent se ressembler, hein. Oui, Voilà. oui, clairement. En fait, on voit quand même beaucoup de points communs entre les burn-outés, si on peut les appeler comme ça. Mais finalement, est-ce que, parce qu'on a parlé beaucoup des femmes tout à l'heure, est-ce qu'il y a des spécificités du burn-out masculin? Est-ce que Fabrice Alors, pourrait si nous on parle répondre? des HPI, il est beaucoup plus silencieux. C'est globalement, la douance aujourd'hui, elle est traitée à 80% par des femmes qui y vont parce qu'elles sont concernées, elles y vont pour elles et elles y vont pour les enfants. Euh, et en gros, euh, sinon, enfin, les femmes y vont parce que elles sont comme le développement personnel, tout ça, c'est 80% de femmes. Les hommes, tant qu'ils sont pas en feu, ils n'y vont pas. Donc il y a une forme de déni. Et pour les plus anciennes générations, il y a encore plus du déni parce que culturellement, tout ça, c'était pas approprié, c'est mal perçu, avec toujours le récit collectif du blond, hein, de Gad Elmaleh, celui à qui tout réussit. Non, c'est juste un cliché. Donc il y a une méconnaissance des bizarreries, des surdoués qui disent non, mais je suis con, je suis pas intelligent, j'ai des emmerdes avec les gens. Ben oui, mais c'est ça que ça veut dire en fait. En Ça. fait, bah, c'est pas parce que avoir des emmerdes avec les gens, ça veut dire qu'on est surdoué, hein. Et puis vraiment, si on n'est pas atypique, vraiment, c'est un cadeau, hein. Vous voyez, ça fait pas envie, hein. C'est des emmerdes à gérer. Donc, je fais pas de, j'oppose pas les gens. On n'a pas les mêmes problématiques. THP aussi, les gens THP ou TTHP ont d'autres problématiques avec des avantages et des inconvénients. Euh, mais la réponse, c'est qui je suis, comment je fonctionne et qu'est-ce que je fais le mieux de ma vie parce que ça passe très très vite. Pour les hommes, en fait, ils vont être plutôt dans le déni. Leur corps tient mieux la charge que les femmes. Mais s'ils s'effondrent, ça peut être beaucoup plus cassant parce qu'ils vont moins demander d'aide, ils vont le demander trop tard. Ça a un peu évolué avec le coaching, parce que le coaching, ce sont des gens qui sont pas malades. Donc, si on trouve des protocoles dans les entreprises, moi j'en ai fait beaucoup, ils peuvent se servir du coach pour aller traiter des choses qui ne sera pas écrit dans la contractualisation avec l'entreprise. Euh, mais il y a moins de jeux psychologiques, la question des émotions est moins évidente. Ça peut être beaucoup plus sourd et l'effondrement, il y a plus d'invisibilité, je trouve. Moi, ceux que j'ai accompagnés, en fait, je parlais à leur place parce que j'étais capable de les détecter en mettant des interventions très opératoires et à moins de discussion, très souvent. J'ai mis Ouais. dans le chat le lien pour la Patho Pro de Créteil et c'est à l'intercommunal, hein, c'est le lien. Mais si vous tapez pathologie pro professionnelle et de l'environnement, ça s'appelle, c'est le nom officiel. Donc Google, vous trouvez les quatre centres parisiens et en province, évidemment. Edwige, puisque ça c'est enregistré, tu pourras vérifier dans l'enregistrement qu'on ait accès au chat, s'il te plaît. Je vais demander à un spécialiste, ça, j'avoue que je Non, ne mais sinon, maîtrise tu, pas. tu me, tu me diras. Ok, ok, ok. Voilà. Normalement, ça enregistre tout, il me semble bien. Ça enregistre le chat aussi Comme également. il y a de l'information dans le chat, ça peut être utile pour les gens qui reviennent nouveau. Oui, oui, clairement, oui, c'est hyper riche. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui ont mis des adresses de psychiatres et de docteur Selachi Mazarin et un autre psychiatre sur
me semble-t-il, Paris 15 aussi. Ouais, j'irai les reprendre, j'en ai photographié un parce que j'ai régulièrement des demandes et Moi aussi. j'ai tellement du mal à conseiller des gens dont je sois sûr. C'est très compliqué. C'est vraiment très très compliqué et qui plus est, moi j'ai très souvent des retours bah, j'ai consulté un psychiatre pour 140 euros, il m'a entendu 3 minutes et puis je suis partie avec une ordonnance et voilà. Et clairement, bah, que ce soit un neurotypique ou neuroatypique ne peut pas comprendre ça et ne peut pas conscientiser ça. Puis même le commun des mortels, hein, clairement, c'est difficile de se dire qu'une personne va nous suivre juste en 3 minutes, vite fait, on fait une ordonnance et c'est fini. On a besoin d'être entendu, on a besoin d'être compris. Et puis finalement, comme le disait Fabrice tout à l'heure, c'est aussi un niveau de conscience qui est différent. Et à partir du moment où on augmente son niveau vibratoire, on ne va pas forcément correspondre aux personnes qui étaient dans notre entourage auparavant. Et c'est finalement ce décalage qui va nous épuiser au quotidien, parce qu'on va essayer de s'adapter à des personnes complètement décalées. Et finalement, on va se dire que c'est toujours nous, les décalés, alors que bah, peut-être c'est le commun des mortels. Finalement, est-ce que il y a, en fait, ça on le voit dans les neurotypiques, souvent, une capacité à se dire, je suis vraiment différent. Est-ce que ça on le voit plus particulièrement chez les neuroatypiques ou les neurotypiques? Alors, il y a des neurotypiques qui vont le dire parce que il y a un tel barouf sur les surdoués depuis 9 ans qu'il y en a qui se disent, bah, moi aussi je suis différent. En fait, c'est un peu par jalousie, par appropriation, par maladresse. C'est pas qu'ils sont différents, c'est qu'on est tous singuliers, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on est singulier, mais pas sur la même cartographie. Parce qu'il y a quand même une maladie grave et contagieuse qui s'appelle la normopathie, que tout le monde veut être normal, mais c'est pathologique ça. Ce qu'on retrouve aussi en psychosociologie, hein. Moi, ça faisait partie de mes cours à l'université. La psychosociologie explique tous ces jeux de conformité auxquels se soumettent plus facilement neurotypiques que neuroatypiques. Ce qu'expliquait Carlos Tinoco aussi, qu'un ami qui est venu sur ma chaîne. Ils ont écrit un bouquin d'anthropopsychanalytique et qu'un des bouquins les plus évolués qui a été écrit, en tout cas de plus haut niveau, qui s'appelle Les surdoués et les autres, penser l'écart, sur la distinction entre les deux communautés, et que le but, c'est d'avoir une coexistence pacifique. Il n'y a pas de raison de se maltraiter, parce qu'on peut être maltraité en tant qu'atypique, mais on peut être tout à fait maltraitant en tant qu'atypique. Mm. Parce qu'on est maladroit, parce qu'on comprend pas, parce que les postures qu'on peut avoir qui sont pas atypiques, dans le bouquin que j'ai fait avec Élodie Crépel, il y a une clé qui s'appelle trois petits points, bande de cons. Mm. C'est-à-dire que c'est ça qu'on peut générer chez les gens, sans en ayant l'intention, hein. C'est décidé, je change ma vie. Donc on a mis plein de clés typologiques avec des propositions orientées solutions et 52 clés, 52 scénarios. Mais on peut générer ça. Trois petits points, bande de cons. J'ai quelqu'un qui me disait il n'y a pas longtemps, mais c'est ce que mes parents pensaient de l'attitude que j'avais par rapport à eux. C'est-à-dire le côté un peu brutal, direct, poser des questions qui sont pas attendues, passer derrière le miroir, et puis penser que les gens ont envie de s'améliorer en disant non, mais là, il y a des trucs où tu fais pas bien. Ah ben non, mais ça se fait pas. Alors que c'est pas intentionnel, hein, mais on peut générer ça. Mm. Encore plus les THPI qui sont plus minimalistes, donc les interventions écritorales sont plus dures, parce qu'elles sont plus tranchées, elles sont plus denses. Mais c'est trois petits points, bande de coups. Ou quelqu'un qui me disait, ben, ma chef, elle me disait, mais il y a des fois, tu me prends pour une conne juste quand je regarde tes yeux et ton visage, parce que c'est écrit dessus. C'est difficile ça, et puis ça exclut pas que ça soit le cas, hein, au passage. Mais on est tous le compte quelqu'un, hein, c'est pas ça, mais euh, c'est compliqué. Et donc on doit faire attention de part et d'autre aussi. Et nous,
atypiques, il nous appartient d'être vigilants sur nos impacts, bien sûr. Alors, ou pas, hein. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas pour s'adapter à tout. Donc, à quoi on s'adapte? Légitimement, jusqu'au moment où on ne s'adapte plus. Et la crise de la cinquantaine, on ne s'adapte plus. Et c'est physique, physiologique. Et finalement, est-ce que on pourrait se dire que des atypiques qui sont managers puissent être malveillants sans forcément s'en rendre compte avec Mais bien les sûr, personnes Ça avec arrive. lesquelles elles travaillent? moi, j'ai plein de managers qui m'avaient dit, si je vous avais rencontré, j'aurais pas massacré des collaborateurs. Mm. J'aurais pas planté ma boîte. J'ai été un tyran. Plus on est THPI, le T de THPI, ça peut vouloir dire tyran. Parce que, ah ouais, tyran. Donc, quitte à être un tyran, moi je suis un tyran, hein, je suis plutôt THP, mais j'essaie d'être un tyran gentil, c'est-à-dire lucide de la manière dont je peux faire mal aux gens, sauf si j'ai décidé de le faire. Donc c'est l'ignorance qui va produire la tyrannie. Ou un HPI ou un THP va dire, mais putain, ils sont tous quand, ils sont tous mous, ils sont lents, ils font Ils exprès. comprennent Donc, rien, ils comprennent pas vite. merci, Ils merci, ont deux de pour les tension et trois de compléments. QI. Ouais. Bon, donc ça, c'est inadmissible, on n'a pas le droit de faire des choses comme ça. Mais si on ne mesure pas à quel point il y a du décalage, évidemment que c'est ça que ça produit. Évidemment qu'on maltraite des collaborateurs. Évidemment qu'un manager HPI, il a des gens qui se cassent. Mais s'il le sait, alors après, il y a des HPI qui ne sont pas des bons managers. Il vaut mieux qu'ils soient dans les filières experts ou les filières directeurs responsables de programme, sur des fonctions transverses. Donc ça sert aussi à ça. Et il y a des HPI qui sont d'excellents managers avec d'excellentes contributions pédagogiques. Moi, il y a très longtemps, je crois que j'étais pédagogue, en fait, pas du tout. Enfin, je suis pédagogue en deçà d'une limite, ou jusqu'à une limite en deçà de laquelle je ne suis pas pédagogue parce que je meurs. Et donc, je suis mauvais. Donc ça aide aussi à ça, hein. C'est-à-dire quand bien même on est sur la cartographie, on ne se promène pas de la même manière sur la cartographie, on n'a pas les mêmes outils, les mêmes contextes, les mêmes chances aussi éducationnelles, de hasard, et les mêmes choix de vie. Et c'est ça qu'il vaut mieux rapatrier pour savoir qu'on bon, on peut être respectueux pour soi et respectueux pour les autres. Mais bien sûr qu'on peut être un objet de maltraitance et donc de burn-out. Et il y a des dirigeants hein, qui sont des tyrans qui ignorent ça, alors plus les hommes que les femmes, et qui vont générer du burn-out et de la souffrance au travail et de leurs collaborateurs. Alors, il y a des HQI aussi. Je pense qu'il y a des gens neurotypiques, Mm. HQI, THQ au-dessus de 145, comme j'en ai vu dans des CODIR, qui ont des puissances cognitives, mais aucune caractéristique des HPI. Pas d'humanité, mais pas de conséquences socio-organisationnelles des décisions qu'ils prennent, par exemple. C'est-à-dire, paradoxalement, ils sont intelligents sur des trucs et inintelligents sur d'autres. Mais ils sont très, très performants. Au niveau émotionnel, ils sont plutôt au ras des pâquerettes, c'est ça? Ah, mais c'est pas leur problème. Ouais, ça n'existe même pas. Bah, pas forcément d'émotionnel, pas forcément d'empathie, pas forcément de conséquences sur le système humain organisationnel, pas de compréhension de la systémique humaine et pas non plus d'intérêt pour ça. Mais des machines, C'est ça. des belles machines. Et puissantes, hein, j'en ai vu magnifiques comme machines, mais des tueurs, des fois, plus les hommes que les femmes, hein. Mais il y a des femmes qui font ça aussi très bien. Possiblement à dénature leur partie féminine. Si on revient sur la femme atypique, comme elle a plus de testostérone, elle a une énergie masculine et féminine qui peut créer du brouillage dans les interactions avec les autres femmes et créer des étrangetés avec les hommes qui peuvent avoir des décollages de papillons. Parce que les femmes HPI, THPI, elles rentrent dans l'intimité des hommes sans s'en rendre compte. Donc avec des jeux de séduction, de sexualisation, de choses comme ça, des relations inappropriées, qu'elles ne mesurent pas parce qu'elles ne voient pas les effets qu'elles produisent. Ah, c'est hyper intéressant ça. Parce qu'on Ouais, on n'en a pas forcément conscience en fait de pas ça. du tout. Pas du tout, parce que tout ça est implicite dans les jeux interactionnels de ce que les gens ont l'habitude de faire et de voir. Et ce que vont voir les femmes neurotypiques, c'est comment les femmes atypiques font bouger les oreilles et les crêtes des coqs. Et alors ça les fait flipper en général, avec des outils qu'elles n'ont pas. Hmm. Ce qui révèle en fait des jeux de séduction implicites
dans les communications, dans les relations d'entreprise. Oui, on s'en rend pas forcément compte, mais finalement, tout est dans l'abstrait, quelque part, Dans l'invisible, dans parce qu'en fait, c'est l'invisible. très concret. Mais c'est encore plus compliqué pour les personnes qui ont du TSA parce que c'est inconcevable. C'est-à-dire, il n'y a même pas l'initialisation de la concevabilité que des choses comme ça puissent exister. Oui, donc là, on est vraiment à des niveaux de conscience tellement différents. Et ça, c'est d'où mettre dans des groupes en entreprise des personnes qui mélangeaient des neuroatypiques, des neurotypiques et des personnes lambda. Finalement, tout ce brouhaha va faire que forcément, on n'est pas sur le même niveau de conscience, on ne va pas se comprendre de la même façon, on ne va pas avoir les mêmes codes non plus. Et ce qui fait que, bah, clairement, on a du mal à s'entendre et à se comprendre en entreprise. Ouais. Je réponds à Anne qui dit, vous êtes sûr que l'hypersexualisation n'est pas de la part du monsieur qui a des émotions à son compteur, mais bien sûr que si. Mais ça, l'un n'en empêche pas l'autre, hein, je n'oppose pas les deux. C'est-à-dire que ce sont des jeux implicites d'hommes et de femmes, de base, brutes, sans les options. Et on voit l'hypersexualisation aujourd'hui dans les écoles, c'est une catastrophe. Donc, il y a aussi quelque chose des modes de communication et d'une société malade, cancérisée sur ces sujets-là, qui est une forme d'aliénation. Bien sûr que beaucoup d'hommes se comportent mal, mais beaucoup de femmes se comportent mal. Mais c'est plus invisible chez les femmes. Et il y a des hommes qui se comportent bien. C'est pas la majorité, je pense. Et j'en ai autant pour les femmes. Mais c'est plus invisible et il y a quelque chose d'une société qui est vraiment extrêmement malade sur ce sujet-là. Et ça pourrit les relations dans les organisations. Bien sûr. Après, ça dépend de la nature des organisations, de la culture des organisations anciennes. Mais les femmes dans ces jeux-là, hein. Les femmes sont dans ces jeux-là. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes atypiques se font toper, se font agresser, elles ne comprennent pas. Parce que ce sont des révélateurs de jeux invisibles avec leur partie masculine. Donc elles peuvent attracter des femmes. Et en fait, ce sont des attractions très souvent malsaines. D'où C'est très parfois, invisible. d'où parfois le, les environnements d'harcèlement sexuel là aussi, quelquefois attirer ça aussi bien au niveau du travail que dans le côté personnel. Ah, mais partout, partout, Il est bien sûr. 13h39. Une petite Nous avons déjà conclusion parce que je vois que débordé. les gens commencent à se déconnecter en fait. C'est pour ça. Juste pour conclure, est-ce qu'il y a une ou deux petites questions que vous voulez poser pour finir ce webinaire? Est-ce que dans le chat, des personnes ont envie d'échanger un dernier mot avec Edwige, avec Fabrice sur cette thématique? Est-ce qu'il y a des retours, des questionnements que vous avez encore? Bon, pour l'instant, je ne vois pas trop les choses bouger. Nous allons conclure et je vous dirais merci grandement à tous les deux, Fabrice et Edwige, de ce webinaire. Euh, J'espère que ça aura pu éclairer justement sur ces spécificités des neurotypiques, des neuroatypiques, du lien avec le burn-out. Moi-même, je continue, je poursuis mes webinaires tous les mois. Je vais les mettre sur ma chaîne YouTube. Et clairement, le prochain, ça sera le lien entre le burn-out et les pompiers sur la problématique du burn-out des pompiers et de la spécificité du burn-out des C'est pompiers. intéressant. Ça Voilà. donne envie. Merci beaucoup, Annie. Merci beaucoup Merci à Annie. vous deux. J'ai envie de partager. Ça me vient là, un petit proverbe quechua par rapport au burn-out et au neuroatypique qui dit qui se blesse soi-même ne se manque jamais. Donc voilà, c'était mon petit mot qui, voilà,
ce petit truc qui m'est venu comme ça. Voilà. Merci Je vous Edwige. invite tous les deux, si vous le souhaitez, à, aussi bien Edwige que Fabrice, à mettre vos coordonnées, aussi bien Oui, sur vos le lien sites. que tu as envoyé pour l'affiche, moi, on peut retrouver mon site et le profil LinkedIn. Sur LinkedIn, vous avez. Et pour Fabrice, je te laisse. Je le mets sur le chat Oui, ou il y a autre chose, Annie? et sur le LinkedIn, le lien du webinaire aussi, ce sera possible de le préciser, mais on peut l'ajouter sur le chat aussi. Bah, en fait, si vous mettez mon nom sur Internet, vous allez trouver plein de choses parce que j'ai plein de conférences. Mon portail, c'est HPI Talent. Ma chaîne YouTube, c'est sur mon nom. Euh, je sais pas si j'ai autre chose à mettre. Sur LinkedIn, c'est sur mon nom. Un peu partout, c'est sur mon nom. Je mets beaucoup de choses en fait. Tout mon travail gratuit, conférences, podcasts, bénévoles. J'ai une conférence au Togo en ligne euh, avec Exact. le patron des patrons. Ouais, J'ai une conférence en Tunisie avec des universitaires, des membres de gouvernement en ligne. Tout ce que je fais sont des contributions pédagogiques. Mon métier transverse, c'est vraiment de la pédagogie et de la transmission des savoirs parce que j'aime pas le blabla. Sinon, ça sert à rien. Donc, et puis de partager qu'on on le fait là. J'ai mis mon portail, j'essaie de mettre les liens un peu partout. Donc, je fais des bilans HPI sans thèse de QI depuis 15 ans pour les HPI, THPI, TTHPI, parce que j'en ai beaucoup de 160, ou HPI, THPI, TSA. Et puis, et je fais aussi beaucoup de formations. Maintenant, tout est en ligne, en e-learning, pour une grande partie accessible avec audio, vidéo, enfin, il y a tout, accessible en liberté surtout. Merci beaucoup à tous les deux. Merci merci. à toutes les personnes qui nous ont suivis, qui nous ont posé toutes ces questions. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux. Et Merci, Annick. à À très bientôt, bientôt. avec plaisir. Au Bonne fin de revoir. journée. Merci. Au revoir. Au revoir.